Vous connaissez donc l'attelage de ce soir. Nelly Dodinou, bonsoir. Saturnin Diosso, bonsoir. Bonsoir Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir vous Saturnin Diosso et bonsoir à tous. Virgile Hawansé, bonsoir. Bonsoir Saturnin, bonsoir à tous. Vous connaissez le ministre de la Justice, je dirais guinéen, ou l'ex-ministre de la Justice guinéen, la Guinée de Alpha Condé. Maître Sako. L'ex, pourquoi? Parce qu'il a démissionné. Pour une raison simple. Je vous lis un extrait de sa lettre de démission, de ses propos. Je n'ai pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution en ma qualité de garde des Sceaux. Et compte tenu de ma position personnelle contre toute modification ou changement de la constitution en vigueur, vous comprendrez que je ne puisse plus continuer à exercer les fonctions de ministre de la Justice, a écrit le ministre, l'ancien Sako de la Justice, parce qu'il est personnellement contre un éventuel projet de révision de la Constitution initié par le président Alpha Condé, un projet qui ne dit pas expressément que le président reviendra pour un troisième mandat. Il a préféré déposer le tablier. Nous sommes, en Guinée, comme j'ai dit, nous sommes sous les tropiques. Nelly Dodinou, ça existe encore, peut-on se dire? C'est rare, très rare, de voir un Africain démissionner de son poste et laissant tomber tout confort, tout le privilège dû à son rang. C'est rare, mais quand même, il en existe. D'où la démission de Maître Cheikh Sako, ancien ministre garde des Sceaux. Parce on lui reconnaît ses sorties. Des fois, malgré qu'il est dans le gouvernement, il n'est souvent pas d'accord avec certaines pratiques, n'est souvent pas d'accord avec certaines décisions. Bien qu'étant ministre de la Justice, il a une fois dit que la justice guinéenne est pourrie dans sa position de ministre. Donc, quand vous avez quelqu'un dans cette posture-là qui arrive à dénoncer, et je vous dis dans l'ordre protocolaire de la Guinée, il est le deuxième. En fait, il est la deuxième personnalité. Elle dit avant d'appeler le président de la République, on finit par l'appeler. Ça dépend de l'ordre qu'on fait. C'est comme la deuxième personnalité du gouvernement. Donc, vous voyez dans sa position, quelqu'un du genre qui puisse sortir de temps en temps, dénoncer certaines choses, ne pas être collégial avec certaines décisions. On le sait que le président a envie de rempiler. C'est le mal des dirigeants africains. Vous venez par un système démocratique qui vous impose 2 ans, deux mandats renouvelables. Et dès qu'on finit le deuxième mandat, l'ambition de réviser coûte que coûte vient. Du coup, on fait ce qu'on peut pour rempiler. Et c'est dans l'optique. C'est vrai, on n'a pas encore la totalité du projet pour savoir si le président va remplir ou pas, mais il est dit qu'il a bien envie de rester et que cette constitution serait taillée sur mesure pour lui permettre de remplir. Vous, ministre garde des Sceaux, on ne vous a pas associé à la rédaction du projet, et en tant que ministre garde des Sceaux, c'est forcément il y a un problème. Peut-être parce qu'on sait déjà sa position par rapport au sujet, on a préféré l'écarter et il s'est dit, moi dans ma posture, je ne peux pas continuer dans ce gouvernement, je préfère démissionner. Alphonse Moïse, à y voir de près, selon l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, ce n'est pas forcément parce qu'il n'a pas été associé à la rédaction de ce projet qu'il démissionne. Il parle de sa position personnelle contre toute modification ou changement de la constitution qui est en vigueur. Cela voudrait dire qu'on l'aura beau associer. Cette intime conviction qu'il a demeurera et l'amènera à dire « je m'en vais, prenez votre portefeuille ». Vous savez, c'est très rare aujourd'hui de trouver sous les tropiques des ministres accrochés à leurs convictions. Face à certains intérêts, ils sont obligés d'avaler leurs convictions. Et il a été clair, il n'accepte pas qu'on puisse réviser la Constitution, permettre au président actuel de faire un troisième mandat à partir de 2020. Donc, il a
il est resté conforme à ses convictions. Il dit, je ne suis pas d'accord. Et vous savez, quand un avocat qui a exercé à Montpellier, en France, il avait déjà, il n'est pas à la recherche de lucre, il avait déjà sa profession, il avait déjà une certaine vie. Donc, voilà quelqu'un qui dit, je n'ai pas besoin de m'accrocher au luxe. Entre le luxe et les convictions, il a fait son choix. Il a eu le courage d'écrire au président pour dire, je m'en vais parce que l'acte que vous voulez poser est contre ma conviction. Je ne sais pas si, sous les tropiques, il y a beaucoup de ministres qui peuvent dire ça. Ici, il y a beaucoup de ministres qui peuvent avoir ce courage-là de dire non à un chef de l'État qui s'apprête à modifier la Constitution. Et je fais une lecture croisée avec mon pays, le Bénin. Avec mon pays, le Bénin, je ne vois pas un ministre actuellement, qui soit ministre de la Justice, qui soit ministre X dans le gouvernement du président Patrice Talon, dire, parce que tout le monde sait qu'avec l'actuel Parlement, qu'on le veuille ou non, la révision de la Constitution reviendra de plus belle. Peut-être dans des articles qu'on n'avait pas touchés, on va y toucher. Je vois très mal un ministre de ce gouvernement-là, pour question de conviction, se lever pour dire, monsieur le Président, je ne suis pas d'accord, je m'en vais. Parce que quand vous n'avez pas un bon point de chute, quand vous n'avez pas, disons, quand vous avez des casseroles, quand vous vous reprochez des choses, il vous sera difficile de démissionner sous les tropiques. Et comme le maître Sakho ne se reproche rien, il a déjà de quoi vivre parce qu'il est un grand avocat. Il a dit, je respecte mes convictions, je vous quitte. Parce que ce que vous voulez faire, c'est contre mes principes. Et pour rien au monde, je ne sacrifierai mes principes sur l'autel des intérêts. Il est parti. Et moi, j'aurais souhaité que sous les tropiques, dans les pays africains où on modifie la Constitution à tout deux bras, que des gens se lèvent. S'il y a des ministres comme lui qui sont convaincus, qui lui emboîtent le pas, qui s'en aillent. Parce que quand le président va constater que tout le monde l'abandonne, il va rebrousser chemin, il va abandonner cette idée-là. Mais malheureusement, très peu de ministres pourront faire ça. Déjà, vous avez quelques éléments de sa carrière, de son professionnalisme, en tout cas de sa profession. On parle de maître Virgile Amasser. Sachant donc des questions qui pourraient entourer une révision de constitution, qui ne s'opposent pas au fond même de la révision, mais s'opposent déjà à la forme. Est-ce déjà cette idée de voir un président en fin de mandat qui veut revenir, qu'il rejette en disant « nous n'allons même pas, je ne suis même pas d'accord pour qu'on touche à la Constitution ». Non, rassurez-vous, ce n'est pas pour rien qu'il n'a pas été associé à ce projet. Il a dit que le projet est déjà entièrement rédigé, même s'il ne l'a pas vu. Ces genres d'informations, même si ce n'est pas officiel, même si ça ne court pas les rues, au moins dans les coulisses, on le sait. On sait pourquoi on veut toucher à la Constitution et le projet est connu, c'est pour un troisième mandat donc de Lansana. De Alpha Condé. Alpha Condé, comme par hasard, je peux vous dire, vous confirmer dans ce studio que le projet, c'est bel et bien pour un troisième mandat. Comment je le sais? À la lumière donc des événements de Cotonou, de la tuerie ou les tueries de Kagem, j'ai contacté un acteur politique béninois, comme par hasard, qui se trouvait en Guinée. Il se trouvait à Conakry. Il dit, mais est-ce que vous suivez les choses telles que ça se passe là? Il dit, oui, je suis en Guinée, je suis en train de suivre les choses de Conakry. J'aimerais rencontrer le président Alpha Condé, comme ça, on en a discuté, on a parlé voilà, de nos chefs d'État. Soit dit en passant, c'est là où on connaît certaines relations entre le président Patrice Talon et ses pairs de la sous-région, des relations pas toujours beau fixe. Et donc, il dit... on a discuté de son projet de révision de la Constitution et il me dit, bon, moi je veux un troisième mandat. Je veux un troisième mandat. Mais tu n'as pas vu comment Conakry a changé? Il dit, tu n'as pas vu comment Conakry a changé? Mais moi je veux rester pour perpétuer tout ça pour que ça continue. Donc ne mettez plus de doute. Il veut rester dans l'intérêt des Guinéens. Des Guinéens pour continuer à perpétuer la beauté de Conakry, peut-être la beauté de la Guinée. Lui, le grand architecte. C'est cela. Et voyez, nos pays africains, souvent de la démocratie qui a commencé avec en ouverture le Bénin en 1990. Suivez ces pays-là.
ils ont tous emboîté le pas. Je crois que les premiers devaient être le Togo, la RDC. Bon, c'était une autre histoire. Quand ils ont terminé leurs 5 ans fois 2, rapidement, on a tous pensé à la révision de la Constitution. Le Burkina est passé par là, le Sénégal, et ça a été la même chose. Et la seule exception, pratiquement, c'était le Bénin. Le Bénin n'a pas franchi le pas, mais on a déchiré aujourd'hui notre démocratie autrement. Donc, disons, c'est une autre ère sur le continent. L'ère de l'échec de ce qu'on avait appelé la démocratie, en tout cas, l'ère du renouveau démocratique qui a commencé en 90. Et à chaque fois, les mêmes problèmes, révisés pour un 3e mandat, révisés pour se perpétuer. Cette beauté-là, ou cette mission qui se donne, Louis Alpha Condé, regardez un peu notre pays, exemple, ici. Le Rwanda, ça a été la même chose. Et le Rwanda a eu les mêmes arguments. Lui, il a eu même plus de soutien. Je confesse, j'étais un peu amoureux de ce qu'il faisait, au point où je croyais, je voulais fermer les yeux sur son péché. Mais c'est cela. Je crois que les Africains, les intellectuels, certains acteurs politiques qui ont encore de vertu, on devrait pouvoir réfléchir désormais à voir comment sortir, comment, disons, perpétuer alors cette expérience démocratique, ou alors trouver notre modèle. Je n'en sais rien. Parce que là, on est en train de revenir aux années 60 où il n'y avait que la musique militaire pour annoncer la fin d'un régime. Celui-ci, bien conscient du projet, vous allez voir, son profil a joué un rôle. Avocat. Et ce n'est pas, Nelly le disait, ce n'est pas sa première déclaration du genre. Je sais qu'il avait promis, n'est-ce pas, en 2017, faire la lumière sur la tuerie du stade de 28 septembre, la tuerie de l'autre capitaine un peu déréglé comme celui du Mali. S'il vous plaît, on ne va pas dire ça. Non, on ne va pas dire cette expression, s'il vous plaît. Oui, il avait tué des Guinéens sans réfléchir, un peu à rappeler des événements très récents. Voilà. Il a promis cela, on ne lui a pas permis, on ne lui a pas donné les moyens, il était déjà fâché pour ça. Mais quelle est son assurance? Ce que je constate finalement, son profil lui donne une certaine sécurité, comparé aux autres. Il est avocat, il peut retourner à Montpellier, continuer. C'est d'ailleurs de Montpellier qu'il a rédigé sa décision. Et ne reviendra pas à Conakry. C'est sûr, il ne reviendra plus. C'est de Montpellier qu'il est rentré au gouvernement en 2014. Exactement. En 2014, et c'est encore de Montpellier qu'il envoie sa démission. Une démission, il avait déjà essayé de démissionner, le président n'a jamais donné suite. Et de là-bas, il envoie une lettre, il envoie en même temps la lettre aux médias. Donc, cette posture, ce profil lui donne certaines assurances. Moi, j'en connais aussi ici. Je donnerai un exemple. Je prends le pari avec l'avenir. Si vous prenez un certain Noureddine Saka Saleh, par exemple, est-ce que vous le suivez? C'est un peu le même profil, même si ce n'est pas le même métier. Il est libre de dire certaines choses, de refuser certaines propositions, parce qu'il a d'abord une certaine sécurité, parce qu'il a d'abord vu faire. Et il se fera interpeller, non pas par ses amis béninois, mais ses amis de ces pays-là, où les choses se font, où on ne marche pas sur la tête. C'est eux d'abord qui vont lui dire, mais quel est ce modèle que tu allais reproduire là? Est-ce que c'est le débat qu'on a toujours mené, c'est ce qu'on a toujours reprouvé ici? Et je reviendrai, n'est-ce pas, à ceux-là qui sont au gouvernement ici. Ça me rappelle l'espérance quand on dit que on n'en trouverait pas. Ce ne serait pas tout à fait juste de le dire de mon point de vue. Quand je prends un certain candidat Zanaï, ce n'est pas exactement la même chose, mais on peut dire que c'était bien le cas. Entre autres, vous avez su qu'il n'avait pas été associé au projet de révision de la Constitution, par exemple. Et ça fait partie de ces grèves, même s'il n'a pas démissionné, disons, dans cette foulée et pour cette cause-là directement, c'est quand même passé par là. Parce que si on ne dit pas ces choses-là, on n'encourage pas non plus les gens à démissionner. Et enfin, à oser, à prendre des risques.
Et je reviendrai maintenant à ceux-là qui sont encore au gouvernement. Je cite, moi, je n'ai pas de problème avec Ablaye Ocane. Ablaye Ocane, on l'a connu ici. Est-ce que il est en train de se révéler comme il l'est réellement? Parce qu'on aurait dit qu'a priori un certain Ablaye Ocane, un certain quand vous dites que des gens se révèlent, si ce qui se fait rencontre leur conviction. C'est pourquoi je dis qu'ils se révèlent. C'est pourquoi je dis qu'ils se révèlent. Parce que vous allez entendre, comme on en a entendu avec Boni Yahi, on n'était pas d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, on prend le chemin, on prend la route, on prend la porte de sortie. Même si je reconnais que ce n'est pas aisé, mais il faut toujours trouver les moyens pour le faire. On peut toujours trouver les moyens pour le faire. Écoutez, on ne pourrait pas changer les choses si on ne prend pas ces genres de risques. Vous allez voir, même dans cette assemblée, je suis persuadé que les 83 députés ne sont pas d'accord de la manière dont ils sont élus. On va approfondir davantage ces aspects de la chose. Nelly, un problème d'intégrité, n'est-ce pas, quand au-delà de l'opportunité qu'on a d'aller servir à un niveau aussi élevé qu'un gouvernement et qu'on a un passé, au-delà de tout, sa propre image à sauvegarder. Propre image, il y en a très peu qui défendent ou qui sauvegardent l'image. Regardez autour de nous, regardez la gouvernance. Je prends le cas du Bénin. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, nous avons eu des personnes en qui on pouvait croire. Parce qu'ils avaient une capacité de défendre la démocratie, de défendre les libertés avec une éloquence nulle part. C'est-à-dire, vous y croyez, vous croyez en eux. Et 2 ans après, vous découvrez que, mais c'est 2 personnalités différentes. Et à un moment, vous vous posez la question, est-ce que ce monsieur-là pense vraiment à son image? L'image qu'il avait il y a quelques années, quelques mois, et la révélation d'une autre image, ce qui voudra dire, vous-même qui le regardez, vous réfléchissez à sa place. Vous demandez comment il a pu en arriver là. Comment il a pu accepter jusqu'à ce niveau-là. Comment il a pu accepter ce deal-là. Parce que c'est 2 personnalités différentes que vous découvrez. Soit, comme Vigile l'a dit, c'est une révélation. Soit la personne elle-même, elle est ce qu'elle est. Mais pour aller aux affaires, elle nous a vendu ce qu'on avait envie de voir. De croire en une personne innocente, de croire en une personne qui défend la veuve et l'orphelin, de croire en une personne qui défend la démocratie, les règles de droit, de croire en une personne qui parle de justice et d'égalité, tout ce que vous voulez. Et qu'en réalité, c'était juste le chemin à prendre pour atteindre ces objectifs qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Donc, il y a une révélation et quelqu'un m'a dit la dernière fois, la politique ne transforme pas forcément. Le pouvoir et la richesse révèlent la vraie nature de l'individu. Parce que moi, je disais, le pouvoir, vraiment, le pouvoir, c'est quelque chose de compliqué. Comment le pouvoir peut arriver à tordre, je ne sais pas, à rendre les gens aussi... La personne m'a dit non. Le pouvoir, la puissance, l'argent révèlent votre vraie nature. Donc, du coup, on est dans une révélation. Les gens ne tiennent pas compte forcément de l'image. Et quand on est dans un pays comme le Bénin où c'est le matériel qui compte, vous aurez... imaginez ceux qui sont là depuis des années, même avant, sous la Révolution, qui sont restés à l'aide du renouveau démocratique, qui sont là à perpétuer leur jeu, sans jamais avoir de conviction. Leur conviction, c'est au gré des intérêts du moment. Mais dès que ces personnes descendent dans un milieu, c'est avec tout le monde se plie, oui, on tremble presque devant cette personne-là. Parce que dans sa position, elle a le pouvoir et l'argent. Vous parlerez de dignité, vous parlerez d'image. Le Béninois ne se préoccupe guère de votre image, mais le Béninois se préoccupe du titre ronflant que vous avez. De votre avoir. De votre... Tout à fait. Et c'est en fonction de ça.
le Béninois tremble. Peu importe, on s'en fout. Comme on griffe, c'est ça. C'est d'abord nous-mêmes qui acceptons que ça soit ainsi. Si, en notre sein, déjà, on se dit, le politique, celui qui est amené à nous gouverner, doit incarner une certaine éthique et valeur morale. Allez-y à l'Assemblée nationale, allez-y dans le gouvernement. Tous, moi, je me rappelle, j'ai vu des gens, quand on vous dit à l'université, c'était ça, on vous dit, il y en a qui sont dans des positions vraiment très fortes. L'éthique, on s'en fout. C'est la voix, c'est le titre ronflant. Même la semaine dernière, j'en ai croisé où, moi, quand je le regarde, je dis, mais comment il a pu faire ça? Comment eux, ils ont pu faire ça? Les Béninois croyaient en eux. Mais voyez-les, dans l'espace diplomatique, tout le monde, oui, monsieur, le député, c'est ça. Mais personne n'aura le courage de l'interpeller pour dire, oui, vous êtes à cette position. Mais est-ce que vous arrivez à comparer ce que vous êtes aujourd'hui par rapport à ce que vous étiez? Moi, j'ai vu une vidéo où une autorité de ce pays était obligée de passer la tête baissée. Alors que lui, par le passé, qui avait de l'éloquence, qui passait la tête haute, mais dans ce flou-là, il était obligé de baisser la tête. Mais ça ne lui dira pas grand-chose, parce que ce qui pèse, c'est son titre. Ce qui pèse, c'est son avoir. Donc, il y a ce problème que nous avons personnellement, le titre, les avoirs, qui font que, peu importe ce que la personne fait, peu importe sa position, peu importe, c'est-à-dire, je ne veux pas citer de nom comme Vigée. On va pas en citer. On va pas en citer. Alphonse Moïse Soulé, c'est bien beau, n'est-ce pas, d'être ici journaliste et d'avoir ses avis, d'avoir ses critiques vis-à-vis de ceux qui sont actuellement en fonction. Il disait que le pouvoir ne corrompt pas, il révèle la vraie nature. Est-ce qu'il ne faut pas attendre d'être en situation pour réellement apprécier qu'une fois de leur position dans leurs fonctions actuelles, ceux-là que nous critiquons aujourd'hui pensent que les actes qu'ils posent sont des actes qu'il faut pour que l'intérêt général triomphe? Vous savez, le temps révèle la vraie nature des hommes. Dit un pasteur, le temps révèle la vraie nature des hommes. Tout le reste, ce sont des ornements. Je dis, dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Il y a la conviction. Il y a la conviction. Parce que quand vous parlez et que vous avez la chance d'être suivi par un grand nombre, on dit celui-là, c'est un homme de conviction. C'est un homme de combat. Nous pouvons le suivre. Et quand, par la suite, on se rend compte qu'en réalité, vous avez profité peut-être de la naïveté de ceux qui vous suivaient. Vous avez utilisé leur naïveté pour passer de l'autre côté. C'est vrai qu'on va nous dire, écoute, c'est parce qu'ils ne se sont pas encore retrouvés dans la situation. Mais pour certaines personnes, ça a été trop tôt. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision me dire que c'est une aberration que de passer de 5 millions à 50 millions pour une élection présidentielle. Vous en avez dit, ce n'est pas possible. On devrait tenir compte du train de vie du Béninois pour proposer ces montants-là. Vous demandez à quelqu'un de payer 50 millions pour être candidat. Qu'est-ce que vous lui demandez comme ça? Ok, tout le monde a applaudi pour dire, ah d'accord, on est d'accord avec vous. Mais voilà, vous vous retrouvez dans la situation, vous multipliez par 5 et vous validez ça. Ça, c'est une affaire de conviction. Ça veut dire que ce que vous disiez, vous n'étiez pas convaincu. Vous parliez pour plaire à des gens. C'est ça. Et le temps a révélé votre vraie nature. Donc, en ce moment-là, on dira, ce n'est plus un homme de conviction, mais c'est un homme d'intérêt. Et très peu, je le dis, c'est très peu. Moi, je mets au défi, quand on va lancer le projet de révision de la Constitution à l'Assemblée, je mets au défi un ministre du gouvernement dire, comme Maître Saho, je ne suis pas d'accord, je prends la porte. En fait, aujourd'hui au Bénin, vous savez que tout le monde est d'accord sur une révision de la Constitution. Je ne suis... Non, écoute, il y a un principe. C'est le contenu qui avait posé problème, la méthode qui avait posé problème la dernière fois. Tout à l'heure a dit, il y a des honorables, aujourd'hui élus, qui ne sont pas contents de la façon dont ils ont été élus, qui ne se sentent pas à l'aise. C'est vrai, il y en a. Mais vous pensez que cela peut dire, moi, je débarrasse le plancher, je quitte. C'est ça la réalité. Moi, je dis, votre conviction, quand ce qu'on vous propose va contre vos convictions, écoutez,
partez. Parce que vous n'allez pas dire tout le temps, quand vous êtes avec les autres, je suis d'accord, mais sous cap, quand vous rencontrez vos amis autour d'une discussion, vous dites, je vais t'ouvrir mon cœur, je ne suis pas d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, quand on dit non, on refuse et on dégage. C'est ça la conviction. Parce que vous ne pouvez pas dire à vos enfants à la maison, je ne suis pas d'accord, mais quand vous allez à la télé, vous allez là-bas, vous dites autre chose. C'est ça là. Il faut que, désormais, sous les tropiques, que les hommes politiques donnent la priorité à leurs convictions. Parce que quand vous n'avez pas de conviction et que vos convictions évoluent au gré de vos intérêts, on ne vous prendra pas au sérieux. À un moment donné, on va vous tourner dos. Moi, je voudrais que... on ne peut pas vous... On va vous respecter si vous êtes fidèle à vos convictions. On va vous respecter. Je dis, mais il y a des gens qui veulent tout obtenir en sacrifiant chaque fois. Je vous pose une question pour vous relancer. Oui. Ce que nous observons sous les tropiques, quand on est appelé à servir dans un gouvernement, est-ce qu'on est appelé, selon ce que nous constatons, à aller servir selon ses convictions ou à aller servir la conviction de celui qui nous a appelé dans le gouvernement? Non, celui qui vous a appelé, certainement qu'il a tenu compte de vos compétences. Je suis d'accord. Donc, vos compétences au service de sa conviction. Non, vos compétences au service de la nation. Maintenant, si vous rentrez dans le gouvernement et que vous constatez que ce qu'on vous demande de faire ne rencontre pas votre désir. Le ministre Ocho, quand on a commencé par parler de la révision au temps de Kérékou, Ocho est parti. Ocho est parti tranquillement. Parce que c'est contre ces principes, il est parti. Donc, je dis, quand vous êtes quelque part dans un régime... Sans oublier que, selon les cas que nous citons, il paraît qu'il y a des dessous que nous ne connaissons pas. D'accord, il y a des dessous. Mais les gens, même si ce n'est pas le premier élément qui les amène à quitter, mais les gens ont dit, vous ne pouvez pas à chaque fois vous taire vos convictions. Non. Si un homme vous appelle et qu'à un moment donné, vous constatez que ce qu'on vous demande de faire, vous l'aviez combattu, vous partez. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui quand ils arrivent, ils disent, voilà, si vous allez contre mes principes, je vous laisse tomber. Et c'est ça qui doit renforcer là-dedans. Parce que vouloir que tout le monde soit de votre côté, vouloir que tous les intellectuels, vouloir que tous les penseurs soient avec vous, ça ne vous rend pas service. Et certains disent, bon, c'est vrai que Vigile a parlé de sécurité, c'est ça. Quand vous n'avez pas une certaine sécurité, une certaine sécurité... Sécurité sociale, surtout. Oui, si vous n'avez... Économique, si vous n'avez pas cette sécurité-là, vous êtes obligé de rester là-bas. Parce que quand on vous nomme, il y a des gens qui disent « Ah, notre fils, notre frère ». Donc, vous avez cette charge-là. Et si vous n'avez pas une certaine sécurité que vous devez quitter votre poste de ministre, retourner peut-être être un petit commis de l'État, ce n'est pas bon. Les gens préfèrent ça. Virginie Lavoisier, est-ce que ce n'est pas aussi parce que la société dans laquelle nous sommes ne sanctionne pas ces genres d'actes qu'on n'est pas porté à démissionner quand on se retrouve en situation de ne pas être d'accord, en tout cas, de ce qu'on veut faire, ne rencontre pas sa conviction? Est-ce que ce n'est pas parce que la société elle-même ne sanctionne pas ça? Chez nous, on peut donner beaucoup d'exemples, même si je dis qu'on ne va pas citer de nom, mais ces personnes ne sont pas blâmées outre mesure dans leur environnement, dans leur milieu de vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous, entièrement d'accord avec vous. Et ça se voit, hein, vous ne voulez pas donner de nom, mais bon, si on peut priver tout le Bénin de l'eau potable, par exemple, pour amener de l'argent tous les week-ends dans sa localité, pour distribuer de friandises à gauche, à droite, je n'ai pas appelé de nom, mais on peut être encore acteur politique et être réélu facilement. Vous voyez? Donc c'est également ça le Bénin. Et au-delà de ça, comment nous sanctionnons, même si au-delà des fiefs, comment nous sanctionnons ces genres de comportements? Est-ce que les populations elles-mêmes n'encouragent pas? Est-ce que le comportement des populations, le rythme auquel ils soumettent les acteurs politiques, est-ce que cela n'est pas la base? Je ne sais pas si vous avez souvent fait l'expérience de côtoyer des acteurs politiques, de voir les matins comment ça vit, comment ça tourne, ça retourne chez eux, de voir les week-ends, quelles sont les activités auxquelles ils se livrent. C'est des assistants sociaux. C'est des assistants sociaux, mais où est-ce qu'ils vont trouver cet argent-là?
s'ils ne prennent pas ça à des mauvais robinets, ils vont détourner carrément. Ils vont détourner les deniers publics. Ou alors, vous acceptez, n'est-ce pas, être Monsieur Probe et vous n'avez pas de militants. Et vous n'avez pas votre mandat renouvelé. Vous n'êtes pas capable d'aller, n'est-ce pas, donner la petite dot pour tel militant qui a perdu son père, qui doit donner, n'est-ce pas, la libération, aider son enfant à avoir son diplôme, etc., etc. Ça, c'est également une réalité de chez nous. Et même au-delà de ça, voyez, pour ramener ça, je ne change pas tellement de sujet, à nous-mêmes, notre corporation de journalistes. Nous sommes là en pleine campagne électorale pour nous représenter l'ARAC. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est d'abord ceux-là qui nous apportent de l'argent. C'est d'abord ce choix-là que nous faisons. Mais le gars achète sa place et vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il regarde derrière, qu'il a des confrères qui l'ont envoyé là-bas et à qui il doit... Mais c'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord le comportement. Quelqu'un qui voit un député, qui le salue, il attend d'abord qu'il lui tend un billet, consciemment ou inconsciemment. Je me rappelle, hein, sur ce même plateau, on a reçu l'actuel président de l'Assemblée nationale qui ne manque pas de conviction quand même. Hein. Qui ne manque pas de conviction, mais on l'a reçu ici, déplorer exactement la même chose, déplorer, n'est-ce pas, ce rythme auquel les mêmes Béninois qui leur reprochent tel ou tel péché, ce rythme auquel ils les soumettent. Je crois qu'on doit pouvoir se poser les questions. Regardez, je plains parfois les communistes. Je plains les communistes, on a fait le débat ici hier où ils ne veulent pas de l'aide sérieuse. Soit c'est leur conviction. Ils sont qui aujourd'hui? Vous les regardez un peu? C'est les... qui m'excusent. C'est les vieillards pour la plupart. Leur parti ne se régénère pas comme les autres parce que eux, ils n'ont pas les billets de banque à distribuer, ils ne peuvent pas. Parce que l'idéologie chez eux, dans leur parti, l'interdit. Pourquoi dans l'opposition aujourd'hui, on ne voit pas de mordant? Vous allez jusqu'à entendre qu'un jeune ne fait pas l'opposition. Ça, c'est... Je ne sais pas si ça se dit dans d'autres pays africains, mais c'est d'abord béninois, ça. Un jeune ne fait pas l'opposition. Un jeune suit d'abord là où il a son avenir, sa sécurité financière. Au-delà de ça, on entend dire, si vous ne soutenez pas, vous n'aurez pas tel projet. Exactement. Votre milieu ne sera pas développé. C'est déjà des occasions d'inviter à laisser derrière soi sa conviction. D'autres paradigmes. Et c'est là où ceux qui parlent donc des assises, je ne sais pas, ça peut passer par d'autres solutions, mais je crois qu'il faut qu'on fasse une dissertation sociale, une grande assise autour de ces problèmes-là. Sinon, mais ce qui se passe aujourd'hui, oui, c'est le plus fort du moment qui impose sa loi. Il va, rien n'est éternel, voilà, à partir de demain, un autre plus fort reviendra, imposera aussi sa loi, et nous éloignons de notre modèle de 1990. Un modèle qui, à chaque fois, à chaque expérience, a été remise en cause un peu, a commencé déjà par 2001, par exemple, où, vous vous rappelez, personne s'était fié aux revendications de Nicéphore, Dieudonné Soglo, qui disait pourtant, on a mal compté comment le nombre d'inscrits va être inférieur au nombre de votants. Ah ben, entre nous, il y a un problème. Mais on n'avait pas beaucoup écouté. On a toujours ici, n'est-ce pas, laissé la loi du plus fort être la loi tout court. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses s'aggravent. Est-ce qu'on s'interroge? Les choses nous arrivent et on ne dit rien. Je ne sais pas si on reste dans le sujet. Regardez le cas Casmic Pédion. En quoi ce délit-là, par exemple, est un délit économique qui vous amène à la criette? Vous avez eu les échos du palais de la justice aujourd'hui? Du tribunal de première instance. On a dit que le tribunal subitement est incompétent. Et qui réglait ça quand il n'avait pas encore la criette? Qui réglait ces genres de cas? Le tribunal, le juge est incompétent. Donc,
direction wagon, mais malheureusement, il n'y a même plus de train pour aller à Porto-Novo. Et ça, c'est ça. Et tout le monde est d'accord. Nous voyons notre modèle, notre démocratie se déliter chaque jour. Virginie aborde un aspect sur lequel je vous lance, Nelly. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que les forces qui se mettent en place en matière de gouvernance écrasent ceux-là qui se retrouvent sur le chemin dans l'univers dans lequel ils sont et qui restent accrochés à leurs convictions, les intimident, les obligent soit à se taire, soit à détaler, ou soit à mourir. Vous savez, quand je dis mourir, ce n'est pas forcément physique. Vous savez, la politique, c'est une jungle. Et celui qui vient avec son idéologie, sa vision, son mode de gouvernance, il tient. Et il tient jusqu'à la fin. Il n'a pas envie d'avoir une voix discordante. Il n'a pas envie qu'on le rappelle à l'ordre. Il n'a pas envie qu'on l'oriente autrement. Vous y allez jusqu'à la fin, quitte à ce que les gens fassent le bilan. C'est un peu partout dans le monde, hein, que ce soit aux États-Unis, Trump est dans sa logique, peu importe ce que les démocrates font, ils y foncent. Au moins là-bas, il y a un système au moins qui le contrecale. Il connaît le prix, il sait le prix à payer. Mais il faut nous donner l'occasion aussi de pouvoir assumer le prix aux dirigeants. Et je crois que c'est ça qu'on nous a dit le 28 avril. Tout à fait. Bon, c'est ça la politique. Seulement que sous nos cieux ici, c'est qu'on n'a pas envie d'entendre, on veut même pas entendre le son de cloche, autre chose. Et nous restons, au fait, les gens vous accompagnent dans votre hypocrisie parce que vous avez le pouvoir du moment. Et le système dans lequel nous sommes, ce régime présidentiel qui concentre entre les mains du chef de l'État tous les pouvoirs exorbitants de droit commun, il a l'armée, il a tout ce que vous voulez, qui impose d'une manière ou d'une autre son mode de gouvernance. On vous écrase parce que vous êtes très peu et peut-être moins organisé. Ceux qui, vous imaginez Boniaï, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 8 ans, ils croyaient quand même gérer ou bien, je sais pas, la classe politique, il va se dire qu'il les tenait, ces politiques qui l'entouraient, ces ministres qu'il nommait, ces DG qu'il nommait, ils croyaient les tenir, ils croyaient qu'il était, c'est-à-dire ceux qui sont avec lui, ils y croyaient, qu'ils applaudissaient, ils croyaient les maîtriser. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Ils lui ont tous tourné le dos. C'est là que vous vous rendez compte que quand vous avez le pouvoir sous nos cieux, tout le monde se plie à vous. Et on vous applaudit parce que non seulement vous êtes dans une position dominante, ceux-là aussi profitent de votre position pour se maintenir. Et chacun protège ses intérêts. Vous qui voulez, attention, faites attention, tel que ça vient, ça n'arrange pas. Vous qui faites la veille citoyenne des fois, vous qui êtes dans votre rôle de journaliste, vous qui êtes dans votre rôle d'opposition, vous êtes mal vu. Pas parce que, je sais pas, vous êtes mal vu parce qu'on ne considère pas votre voix discordante pour prendre des décisions. On vous prend facilement comme des ennemis de la République. Et quand on dit ennemis en politique, on écrase l'ennemi en politique. Au lieu d'accepter que vous êtes un autre courant de pensée, vous êtes peut-être une autre idéologie, vous avez peut-être quelque chose à apporter. On ne tient pas compte de ce que vous apportez dans votre rôle de celui qui ne va pas applaudir toutes les actions du gouvernement. Donc, quand on vous considère comme un ennemi, c'est qu'on doit vous écraser. C'est ça notre problème d'aujourd'hui. Tout le monde se tait. Ceux qui peuvent encore parler sont très rares aujourd'hui parce qu'on se dit là, il faut que je me range rapidement du côté de celui qui a le pouvoir. C'est ça, Vigile a dit tout à l'heure, on se dira, le jeune ne fait pas la politique, un opérateur économique ne fait pas l'opposition, voilà. Un opérateur économique soutient celui qui est aux affaires, tu veux évoluer dans les études, parce que tout est politisé du début jusqu'à la fin. Que ce soit à l'université, que vous voyez partout, c'est eux. Donc, si tu veux t'assurer je sais pas, un suivi ou la survie, voilà. Si tu veux t'assurer en devenir
dire, si tu veux t'assurer ceci... Il faut faire l'âne pour avoir le foin. Alphonse, on veut souligner comment guérit-on de ça? Parce que ça a des conséquences. Pas seulement au-delà des intérêts personnels qu'on cherche à sauvegarder. Il y a l'intérêt général, il y a le pays qui est là. Et quand on oublie, quand sa conviction, on pense que cette conviction qu'on a fera avancer le pays, on est obligé de renoncer à ça. Pas obligé. On fait le choix de renoncer à ça pour servir les intérêts personnels. Se fait sujet. Comment on guérit de ça dans une société comme la nôtre? C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Il faut apprendre aux gens que dans la vie, il n'y a pas que le luxe, il n'y a pas que le lucre, il n'y a pas que l'argent. Il y a la personnalité. Parce que vous ne pouvez pas sacrifier votre personnalité sur l'autel de l'argent, sur l'autel du bien matériel. Et nous disons que c'est une question d'éducation. On en a suffisamment parlé le vendredi. Il faut désormais éduquer les gens. Un homme, c'est quoi? Vous pensez que ça n'a pas été le cas pour vous? Non, vous savez, le regard social fait que les gens s'enfoncent davantage. On a besoin, Vigile l'a rappelé, on a besoin d'argent pour entretenir sa base. On a besoin d'argent. Personne n'acceptera que vous soyez député, que vous ne puissiez pas flamber de l'argent. Personne n'acceptera que vous soyez ministre et que vous ne puissiez pas flamber de l'argent. Personne n'acceptera dans votre village. Du coup, le modèle devient l'argent. Oui, on ne va pas dire, mais on a nommé Vigile avant ancien ministre et tout le village est content. Et au lendemain, Vigile dit, je démissionne pour question de conviction. Attention, d'abord, il s'est mal reçu dans son village. Son épouse ne sera pas d'accord. Ses amis vont dire, mais qu'est-ce qu'il a ce Vigile-là? Il est malade. Maintenant qu'il a été nommé ministre, on sait qu'on va trouver un peu. Il reste là, il parle de conviction. La localité ont le raisonnement. Nous aussi, à Loting-Badiaouin, on a un ministre. Oui, ça commence même de votre famille. Nous aussi, à Missérété, on a un président. Votre famille, donc, peu importe ce qu'il fait le président. Votre famille vous oblige à aller là-bas. Je suis convaincu, tout ce temps que vous êtes sur ce plateau, que peut-être les membres de vos familles vont dire, mais arrêtez, vous là, vous parlez trop mal du gouvernement. Arrêtez ça, vous rentrez tous les jours, on vous tape sur les doigts, ou bien c'est un coup de fil d'un tonton pour dire, arrête ça, laisse tomber cette affaire-là, viens vers nous, c'est bon. Donc, il y a même la famille dans laquelle nous vivons, qui ne nous donne pas la possibilité d'évoluer dans nos convictions, de défendre. Parce qu'on va dire, ça c'est toi, avec tes convictions. Nous, on s'en fout de tes convictions. C'est pas ça nous mangeons. C'est pas ça qu'on va manger. Et même vos amis aujourd'hui, vous êtes journaliste à Soleil FM, vous avez des amis qui sont proches du gouvernement, qui vous interdisent de les appeler, qui vous interdisent de venir dans leur bureau, qui vous interdisent de les côtoyer parce que vous êtes des pestiférés. On voit une personnalité importante très proche du président avec un journaliste de Soleil FM. Ça veut dire que forcément c'est lui qui donne les informations à ce journaliste. Du coup, on s'en méfie. On s'en méfie. Et donc, vos amis vous chassent, ils ne veulent plus de vous. S'ils doivent vous rencontrer, c'est pas personne interposée. Virgile, à quelques mots, est-ce que dans tout ça, demain c'est la veille pour qu'on en guérisse? Non, je proposais une solution. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Il faut qu'on puisse s'asseoir, s'interroger encore une fois. Parce que là, voilà, l'autre problème, l'autre, disons, cause de l'échec, n'est-ce pas, de ce renouveau démocratique, l'argent. L'argent en politique. L'argent fait tout. Tout et tout. Tout le reste, oui, les idées, vous parlez, c'est pas leur problème. Bon, je ne sais pas si vous avez... Moi, il m'est dit arriver d'aller sur des terrains, sur des ONG ou des personnes qui amènent, n'est-ce pas, en tout cas le dernier cas, c'était des gens qui ont amené des tables de bancs à des élèves qui s'asseyaient sur des pierres. On a demandé aux bonnes dames du village, n'est-ce pas, le minimum, de sortir, de venir, n'est-ce pas, animer un peu. À la fin, elle disait, ah, mais vous nous avez fait peine toute la journée, vous allez nous laisser comme ça. J'étais ahuri, tout comme celui-là, le donateur. La dame de continuer, mais ne serait-ce que 2000 francs. Ne serait-ce que 2000 francs. C'est ça aujourd'hui le Bénin. Et ça vous ralentit. Il a un autre, hein, il a offert un puits, c'est pas moi évidemment, il a offert un puits et après on lui dit mais la puisette là est cassée, oui, la polie là, donc il faut
faut envoyer de l'argent, on va changer. C'est pourquoi on ne te dit plus depuis. Mais tout de même. Vous leur donnez la femme, vous leur donnez la nappe. C'est ça aujourd'hui. Et je crois qu'il faut être un peu dur dans ces choses. C'est pas parce que on vous demande ça que vous donnez. Parce que l'éducation, c'est également ça. Vous dites que les amis vont faire ça. Mais écoutez, on m'avait consulté avant de les nommer. Ben si j'ai quitté, j'ai quitté. Vous voyez? Et vous n'avez même pas à attendre le rang de ministre. On vous dit, mais vous pensez que voilà, vous n'acceptez pas aussi, vous ne pouvez pas aller faire ceci. Mais la vie va avec des pressions. Parce que la vie, il y a des questions de principe également. Parce que, oui, il fait nuit, mais demain il fera jour, les gens te verront. Et te demanderont, mais le teint que tu as là, c'est pas ce que tu avais. Donc, en voilà, c'est la révélation. C'est la climatisation. Après, bon, demain n'est peut-être pas la veille pour qu'on en guérisse, mais on garde l'espoir que ça rentrera dans les habitudes. Cette conviction prendra le dessus sur les considérations que j'appelle considérations égoïstes, qui font qu'on poursuit l'intérêt personnel et qu'on reste dans un pays 30 ans après la démocratie, plus de 50 ans après les indépendances, toujours pays en voie de développement. Alors qu'il y a d'autres pays qui n'étaient pas à cette étape-là et qui aujourd'hui sont plus en avance que nous. Que notre pays soit développé, qu'il s'en sorte gagnant, qu'on soit au Conseil des Nations, c'est ce que nous souhaitons. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de l'Intégrale qui s'achève sur scène. Merci à Alphonse Moïsoulé, merci à Virgile Avancé, merci à Nelly Dodion d'avoir fait le débat avec nous, merci à Gisné Agbangba qui était la mise en onde. Demain, c'est un autre jour, nos programmes se poursuivent. Merci.